Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie I. Ampleur et complexité du phénomène. Le travail des enfants est un phénomène universel, qui a été pendant plusieurs décennies ignoré par la communauté internationale. Mais avec le développement technologique vécu en Occident et l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations, la participation des enfants au travail va dépasser le cadre strictement familial, ce qui va susciter des mouvements de contestation, ouvrant ainsi la voie à son élimination progressive. Dès lors, ce phénomène sera-t-il défini en fonction de la situation sociale et économique? La recherche d'un idéal vital étant la conséquence du travail des enfants, les spécialistes de la question vont se pencher sur le bien-fondé de la pratique. Ce phénomène qui a pris officiellement naissance en Occident touche actuellement les pays en développement d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique. Le continent africain est la région la plus affectée par ce que l'on n'hésite pas à désigner comme un phénomène aggravant. En effet, avec 41% d'enfants économiquement actifs au sein de sa population enfantine, soit la proportion la plus élevée dans le monde, le continent se distingue des autres par la persistance de la pauvreté et les taux de scolarisation faibles. Dans cette partie sera axée sur les domaines de définition de l'enfant travailleur chapitre 1, les facteurs agissant sur le travail des enfants chapitre 2, et les conditions de travail et leurs conséquences chapitre 3. Chapitre 1 Domaine de définition. Pour traiter de la question du travail des enfants, il paraît nécessaire de comprendre ce qu'on entend par enfant. En d'autres termes, voir sur quelle base un être humain peut-il être défini comme un enfant, section 1. Sachant que le travail des enfants est au cœur de notre analyse, nous aborderons cette question dans la section 2. Section 1 Le statut de l'enfant. Le statut de l'enfant est fondamental dans l'étude que l'on pourrait porter sur le travail des enfants. Considérant que l'activité de l'enfant varie selon les groupes de population, sur quelle base peut-on définir l'enfance? Il s'agira ici de s'intéresser au concept de l'enfance, A, puis de faire une tentative d'évaluation de la population enfantine réduite au travail, B. A. Le concept de l'enfance. L'enfance est un concept difficilement définissable compte tenu des diversités culturelles et sociales. Chaque groupe humain se représente l'enfant sur la combinaison de plusieurs éléments ou actes. Toutefois, Bénédicte Magnier définit l'enfance comme la période de développement physique et psychique qui nécessite la protection des adultes. Selon l'UNICEF, l'enfant est considéré comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Dans les sociétés traditionnelles africaines, la maturité physiologique et sociale est un élément déterminant pour définir l'enfant. En réalité, l'enfance est la période de l'innocence, d'impuissance et d'irresponsabilité au cours de laquelle le rôle protecteur et pédagogique des adultes est nécessaire. Ces différentes définitions trouveraient leur fondement si la nature de l'enfant n'était pas sacrifiée au profit des intérêts économiques. La situation socio-économique des ménages ou du tuteur détermine le travail des enfants. L'enfant apporte très tôt sa contribution à la subsistance familiale. Dès lors, le travail est perçu comme un acte de responsabilité, de discipline, d'honnêteté de la part de l'enfant. En Afrique de l'Ouest, les enfants dont la maturité sociale n'est plus à démontrer malgré leur jeune âge, 7 à 15 ans, exercent des activités économiques avec l'accord des parents. Le travail serait donc un facteur d'intégration dans la vie active dès le jeune âge. En conséquence, le travail et le respect de la tradition sont autant d'éléments qui participent à l'éducation de l'enfant. L'âge n'est donc pas un critère lorsqu'on veut distinguer un enfant d'un adulte. Le paradoxe tient du fait que l'âge biologique ne rend pas compte de l'âge sociologique qui, lui, tient compte de la situation matrimoniale et de la fécondité. Au-delà de toutes ces considérations, la définition de l'enfance en Afrique est celle adoptée par l'ensemble des institutions des Nations Unies, à savoir qu'un enfant est considéré comme toute personne dont l'âge n'excède pas 18 ans. Cependant, la forte implication des enfants au travail, la complexité et les difficultés qui en découlent ne sont-ils pas des éléments décriés par le droit international? Sur quelles mesures peut se fonder le statut de l'enfant? Partant de ces interrogations,
l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine rend compte des responsabilités des populations mondiales face à un système qui avilit les enfants et par conséquent viole les droits de ces derniers au moment où ils amorcent une période de leur épanouissement. Face à cette situation et considérant que les enfants jouent un rôle important dans le développement d'un pays, plusieurs conventions internationales ont été adoptées. Le 20 novembre 1989, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette convention indique, en son article 29, l'intérêt qu'un État doit porter à l'enfant par rapport à l'épanouissement de sa personnalité et au développement de ses dons. Du fait que celui-ci soit un être en développement, l'article 32 préconise le droit de protection de l'enfant contre l'exploitation économique et l'interdiction formelle de l'astreindre à un travail dangereux et qui compromettrait son éducation, ou de nuire à son état physique, mental ou social. En revanche, l'OIA, à travers sa convention numéro 138, rend compte le caractère obligatoire pour les États signataires à prendre des mesures contre l'emploi à plein temps d'un enfant en âge scolaire, entre 12 à 14 ans. D'autre part, dans la recommandation 146 sur l'âge minimum de mise au travail, l'OIA invite les pays à fixer à 16 ans l'âge minimum d'admission au travail. Malgré la fermeté de ces recommandations et conventions, l'on assiste impuissamment à la persistance du problème. Outre le fait que ces textes soient régulièrement violés, le phénomène touche malheureusement les 3 à 4 ans. À combien s'évalue le nombre d'enfants mis au travail ? B. Une évaluation impossible. À ce jour, il est difficile de connaître avec exactitude le nombre d'enfants travailleurs dans le monde en général, en Afrique en particulier. Les difficultés à faire une réelle évaluation tiennent du fait que le travail en lui-même présente des complexités liées à sa typologie d'une part, à sa nature et à l'environnement d'autre part. Selon l'UNICEF, des millions d'enfants âgés de 5 à 16 ans exercent une activité économique plus ou moins légale. Ces estimations se repartiraient ainsi. 246 millions ont une activité en dehors des normes internationales, 179 millions exercent les pires formes de travail mettant en péril leur santé et leur psychologie, 8 millions d'enfants sont quant à eux victimes d'esclavage, de prostitution et d'exploitation. En tenant toujours compte de ces données, les pays en développement enregistrent le taux le plus élevé. Ainsi, l'Afrique comptabiliserait, après l'Asie, 127 millions d'enfants soit un taux de 60%, le chiffre de 48 millions d'enfants soit un pourcentage de 25%. Même si ces estimations ont été réalisées par une institution en charge des questions de l'enfance, des contradictions apparaissent lorsque l'on se réfère aux données du BIT. En effet, le BIT, dans une première enquête rendue publique en 1996 et portée sur plusieurs pays en développement, avait annoncé que près de 250 millions d'enfants âgés de moins de 14 ans étaient économiquement actifs. Environ 120 millions d'entre eux exerçaient une activité à plein temps. Mais des récentes études menées toujours par le BIT en fonction des domaines d'activité permettent de faire le constat suivant. Tableau numéro 1. Répartition du nombre estimé d'enfants actifs dans le monde selon l'âge et les types d'activités. Source, estimation du BIT pour 2000. Un avenir sans travail des enfants, Genève, 2002. Au regard des chiffres contenus dans ce tableau, les enquêtes du BIT ont estimé que 351,7 millions d'enfants dont l'âge varie entre 5 à 17 ans et qui auraient exercé une activité économique en 2000, soit 23% des enfants du monde dans cette tranche d'âge, presque un enfant sur 4. Mais 245,5 millions sont astreints à des formes d'activité qui devraient être abolies suivant les dispositions du BIT. Et 170,5 millions sont assujettis à un travail dangereux. Les probabilités pour 2015 avancent que l'Afrique atteindrait le chiffre de 100 millions d'enfants actifs. À l'instar de l'UNICEF et du BIT, d'autres organismes tels que la Confédération internationale des syndicats libres, CISL, présente dans plus de 150 pays, la Fédération abolitionniste internationale de lutte contre l'esclavagisme et la servitude pour dette, Anti-Slavery International, essaie aussi d'établir des chiffres. Au regard des estimations de l'UNICEF et du BIT, on constate une réelle difficulté à s'accorder sur un effectif déterminé. Cette situation est, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, liée à la typologie des activités.
La plupart des activités qui nécessitent la main-d'œuvre enfantine se font dans un cadre d'abord familial, ensuite dans le secteur informel. La particularité commune à ces activités est d'être exercées dans des conditions qui ne permettent pas de repérer les enfants au moment où ils travaillent, d'autant plus que ces activités sont faites dans la clandestinité. Les enfants ne sont pas déclarés. Nous constatons malheureusement que c'est dans ce type d'activité que la main-d'œuvre enfantine est plus demandée. Le cas des jeunes béninoises mises au travail au Gabon illustre cette réalité. Ces jeunes filles travaillent chez des particuliers sans bénéficier d'un contrat de travail ni d'une couverture sociale qui permettrait, en cas de besoin, de pouvoir les identifier. Les autorités nationales, en dépit des mesures mises en place, peinent à mettre la main sur les employeurs. Par ailleurs, certains pays ne disposent pas de moyens pour collecter les informations relatives au phénomène. Que l'on soit au Bénin, au Togo, au Cameroun ou au Gabon, aucune autorité gouvernementale ne peut donner avec précision les statistiques sur les enfants actifs. Ces pays ne disposent pas de sources écrites ni de fichiers des différents foyers qui emploient des enfants. Conscient de la gravité du phénomène et soucieux de préserver les enfants, le Bureau international du travail a mis au point un programme international pour l'élimination du travail des enfants, IPEC. Ce programme est présent dans la plupart des pays impliqués au phénomène. Les membres de l'IPEC travaillent en collaboration avec les représentants nationaux de l'UNICEF, les différentes organisations non gouvernementales, ONG, et les syndicats de travailleurs. Au Gabon, parmi les ONG qui travaillent avec ces institutions, nous pouvons citer VIDOMEGON, une ONG béninoise, ILEDA, une ONG togolaise et ALISEI, une ONG italienne. Les activités de ces ONG consistent à faire un recensement des enfants travailleurs au sein de leurs communautés respectives. Malgré la capacité de leurs moyens d'action, leurs représentants ont du mal à obtenir des effectifs précis. S'il est difficile d'avoir avec exactitude le chiffre d'enfants actifs, il est facile de constater la complexité et l'ampleur du problème. En effet, plusieurs facteurs contribuent à la croissance du travail des enfants en dépit des moyens mis en place pour le freiner. En outre, on remarque que les filles sont, contrairement aux garçons, les plus exposées au phénomène. Section 2. La question du travail des enfants. Le travail des enfants n'est pas spécifique car sa définition varie suivant les formes d'activité et en fonction du cadre environnemental. Toutefois, le travail des enfants fait référence aux activités ayant une portée économique, contrairement à celles qui sont exclusivement sociales entreprises par des enfants âgés de moins de 15 ans. Il s'agit d'une ou plusieurs activités dont la conséquence directe est l'exploitation. Par exploitation des enfants, on entend toute forme de travail compromettant le développement physique, mental, intellectuel et psychologique de l'enfant. Même si certaines formes de travail ne sont pas nuisibles aux enfants, il est important de les considérer comme intolérables. Le travail des enfants est une remise en cause de la protection des enfants qui constitue l'élément clé de la poursuite de la justice sociale et de la paix universelle. Les enfants exercent deux sortes d'activités, les activités non rémunérées, A, et les activités rémunérées, B. Comme toute activité nécessitant la force physique, le travail peut avoir un caractère acceptable ou inacceptable. A. Le travail non rémunéré. Une activité non rémunérée peut être considérée comme toute activité exercée par un enfant dans une structure strictement familiale. De ce fait, ce type d'activité se rencontre aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. La sauvegarde de l'entreprise familiale tient des capacités des enfants à apporter leur aide sans être payés. Malgré la régularité et la durée que cette pratique implique, le travail fait au sein de l'entreprise familiale ne compromet pas l'équilibre de l'enfant. Bien au contraire, ces enfants agissent selon leur volonté et leur capacité à pouvoir aider leurs parents. Un enfant qui estime normal de s'occuper, par exemple, du nettoyage de l'atelier paternel, le fera sans qu'un adulte le lui demande. Avec le temps, l'habitude s'installe. Cet enfant n'est donc pas sous la contrainte des adultes. De ce fait, personne n'oserait parler d'exploitation de la main-d'œuvre enfantine, encore moins d'esclavage dans ce genre d'activité. Il s'agit tout simplement d'un travail tolérable. Le travail tolérable procure à l'enfant une assurance et une certaine fierté. De plus,
L'enfant suit une formation en dépit du fait qu'il ne bénéficie pas d'un accès à l'école et aux loisirs contrairement aux enfants de son âge. L'enfant a le sentiment d'être indispensable pour sa famille, sa communauté, qui en retour, le prépare à devenir un bon citoyen. En décidant de travailler au sein de l'entreprise familiale, les enfants permettent à celle-ci de subsister. Nous remarquons que tout enfant concerné par ce type de travail prépare son avenir, son passage à l'âge adulte, car travailler dans une entreprise familiale a un double enjeu pour tout enfant: la formation et la participation à la survie économique de la famille. L'implication des enfants dans la tenue des entreprises familiales permet aussi aux parents de tirer de gros profits. De plus, cette contribution à l'économie familiale n'empêche pas la scolarisation. Les enfants vaquent à leurs occupations en fonction de leurs heures de classe. Ils bénéficient ainsi de la protection de leurs parents, qui voient en l'école un lieu idéal pour la formation qualifiée et de développement personnel et durable de leur progéniture. Par ailleurs, les enfants les plus touchés par cette pratique sont les filles. Celles-ci s'occupent des tâches relatives à l'entretien du foyer ou à la culture d'une parcelle agricole. En effet, dans bon nombre de foyers africains, la fille est considérée comme la seconde de la mère. Ainsi, peut-il arriver que les tâches incombant à celle-ci soient exécutées par la fille pendant son absence du foyer? Même si cette situation paraît anormale, les filles prennent parfois du plaisir à aider leur mère. Pour ces enfants, le travail a un caractère trop souvent ludique qui ne nécessite pas un salaire. Selon des récentes études du Bureau international du travail, au Bénin et au Togo, le nombre de filles âgées de 10 à 15 ans apportant leur main-d'œuvre aux entreprises familiales est élevé. Cette situation dépend du fait que dans ces pays, l'éducation de la fille se fait d'abord auprès de sa mère avant d'être complétée par l'école. On observe ainsi une complémentarité entre l'école et la maison. Et la relation mère-fille est très marquée par cette complicité. En ce qui concerne les garçons, l'UNICEF estime que leur apport en main-d'œuvre se ressent surtout dans les ateliers, les fermes et les boutiques. Comme les filles, la relation garçon-père se ressent aussi par leur rapprochement renforcé par les travaux qu'ils effectuent ensemble. Au lieu de traîner dans la cuisine de sa mère, un petit garçon préférerait l'atelier de son père. Le travail des enfants dans le cadre familial existe partout. Et le taux d'enfants qui participent à ce type d'activité est plus élevé en zone rurale qu'en zone urbaine. B. Les activités rémunérées, une réalité contraignante. Les activités rémunérées se font le plus souvent hors du cadre familial. Elles ont comme particularité la disponibilité, la dextérité, la qualité et le rendement. En d'autres termes, les enfants astreints à une activité économique travaillent plusieurs heures dans la journée et n'ont pas la possibilité d'aller en classe. Cette situation préoccupante touche particulièrement l'enfant pauvre, qui doit contribuer à la survie de la famille en se plaçant comme domestique, manutentionnaire, ouvrier, ou en travaillant dans la rue. La situation sociale reste par-dessus tout un élément déterminant dans la mise au travail des enfants. Le recrutement se fait en fonction de la taille de l'entreprise, de la difficulté des tâches, du dynamisme des enfants et parfois même des dispositions juridiques du pays. Ainsi, lorsqu'un employeur veut augmenter sa production, il recrute beaucoup d'enfants. Faire travailler les enfants aura un double avantage: la rapidité du travail et la qualité des produits. Il est en effet prouvé que les enfants exécutent leurs tâches rapidement et avec minutie. En raison de ces qualités, les patrons préfèrent même violer les lois interdisant l'exploitation économique des enfants dans certains pays. Cette attitude rend bien compte des caractères illégaux du phénomène et de l'irresponsabilité de certains patrons. Toutefois, malgré la fréquence des recrutements, nous pouvons dire que les enfants salariés sont moins nombreux que les enfants dont le travail ne nécessite pas de rémunération. Qu'il s'agisse des pays africains ou asiatiques, les enfants salariés représentent le tiers des enfants astreints au travail. Le recours à cette main-d'œuvre permet aux patrons de faire de gros bénéfices sur leur chiffre d'affaires car les enfants perçoivent un salaire inférieur à celui des adultes. En plus du salaire dérisoire, les enfants effectuent des heures supplémentaires que les patrons n'intègrent pas lors de l'établissement des plannings de travail. Dans les plantations de coton du Burkina Faso, les petits garçons originaires du Bénin et du Togo vont au travail dès les premières heures de la journée pour rentrer autour de 18h30.
Ils passent facilement 10 heures à travailler dans des conditions contraignantes. Il en est de même pour les enfants qui travaillent dans les ateliers. Des patrons sans scrupules leur demandent de s'occuper de l'ouverture et de la fermeture de l'atelier. Les enfants restent sur les lieux jusqu'à la tombée de la nuit. Face à ce traitement, l'on peut aisément dire que les patrons abusent de la naïveté des enfants. À côté du salaire dérisoire, on notera aussi le paiement en nature. Il s'agit d'une autre forme de rémunération. Celle-ci consiste à employer les enfants en contrepartie d'un logement sinon de la nourriture. Selon Monestier, ce procédé de rémunération peut s'avérer le stade ultime de l'exploitation. Ce procédé est fréquent lorsqu'il s'agit d'une période d'essai. Ainsi, l'enfant doit faire ses preuves et accepter toutes sortes de traitements, durée illimitée, travaux nuisibles et contraignants. De plus, cette situation s'étale parfois sur plusieurs années. Section 3. Les domaines d'activité. Dans le monde, les enfants apportent leur main-d'œuvre dans tous les domaines d'activité au même titre que les adultes. Mais, ces domaines varient d'un pays à un autre. En Afrique, au sud du Sahara, le travail des enfants est plus tourné vers les activités domestiques ou agricoles, la domesticité et le secteur informel. De nombreux facteurs déterminent le choix du secteur chez l'enfant. Dans cette section, nous étudierons les travaux de subsistance A, la domestication des enfants B, et les activités relevant du secteur informel C. A. Les travaux de subsistance. Les travaux de subsistance font référence aux activités domestiques et agricoles. Il y a une corrélation entre ces deux types d'activités. Généralement, les travaux domestiques et agricoles sont exercés dans le cadre familial et visent la survie de la famille. Toutefois, l'activité agricole reste le secteur qui mobilise le plus grand nombre d'enfants. On estimerait à 70% le taux d'enfants concernés. Dans les pays où les produits agricoles jouent un rôle important dans le PIB, les enfants sont mis à contribution dans les plantations de manière régulière et massive. Les pays africains n'échappent pas à cette logique. En effet, en zone rurale, l'agriculture représente la seule source de revenus pour la famille. C'est la raison pour laquelle les parents se font aider par leurs enfants dans le but d'augmenter la production. Ainsi, pendant que les parents défrichent le champ, les enfants ramassent le bois ou récoltent les produits alimentaires dans la plantation voisine. Les familles nombreuses ont l'avantage de produire en grande quantité par rapport aux familles restreintes. À la maison, les jeunes filles s'occupent essentiellement de la préparation de la nourriture, de la toilette de leurs petits frères, du puisage d'eau, etc. Les garçons, quant à eux, s'attellent au bricolage, à l'entretien du bétail et de l'atelier paternel lorsque celui-ci jouxte la maison familiale. Outre l'agriculture, la pêche et la chasse constituent aussi des activités auxquelles l'enfant est immédiatement impliqué. Comme l'agriculture, c'est en zone rurale que la pêche et la chasse sont pratiquées. Les adultes répartissent les tâches en fonction de l'âge, du sexe et des capacités physiques de chaque enfant. Tandis que les filles prennent part aux parties de pêche avec leur mère, les garçons assistent leur père à la chasse. Mais ces deux activités nécessitent beaucoup d'énergie. Il faut en principe parcourir une longue distance pour trouver le cours d'eau poissonneux, ou atteindre une forêt renfermant une variété d'animaux. Il est difficile d'évaluer le temps et les dangers auxquels sont exposés les enfants car, notons-le, ces activités s'étalent sur plusieurs heures de la journée et parfois de la nuit. C'est le cas de la chasse qui se fait souvent dans la nuit. Les risques d'être mordus par des reptiles ne sont pas à exclure. Cependant, la pratique de ces activités permet aux enfants d'aller aussi à l'école. L'on remarque néanmoins un taux élevé d'absentéisme chez les enfants qui vont à la chasse ou à la pêche car leur apport en main-d'œuvre est nécessaire pour les parents suivant les saisons et les besoins. Les enfants fuient les bancs de l'école pour rejoindre les parents dans les campements construits en pleine forêt ou en savane. Il est indéniable que ces activités permettent aux familles de subvenir aux besoins de tous ses membres. La plupart de ces familles sont pauvres et n'ont donc pas la possibilité d'investir pour faire face à leurs besoins vitaux. Les produits issus de l'agriculture, de la chasse ou de la pêche nécessitent une meilleure conservation, mais celle-ci fait défaut. Les adultes comptent sur les jeunes pour pouvoir les écouler rapidement sur le marché. Les enfants vont donc très vite apprendre les avatars du commerce. Dès lors, l'enfant y a un rôle reconnu qui lui permet d'apprendre quantité de connaissances pratiques,
indispensables au processus de socialisation au sein de la communauté. Les activités domestiques et agricoles sont sans aucun doute des activités de subsistance. Elles participent d'une part à la cohésion familiale et au processus d'apprentissage et de socialisation, d'autre part. B. La domestication des enfants. Le phénomène de la domestication des enfants est très courant dans les pays en développement. Il touche aussi bien les zones rurales que les zones urbaines. En principe, il consiste à mettre un enfant au service d'un particulier moyennant un salaire. Les enfants astreints à ce type d'activité travaillent dans la clandestinité. Pour cela, il est difficile de les évaluer car les employeurs les font parfois passer pour des neveux et nièces quand ils ne les considèrent pas tout simplement comme leurs enfants. C'est surtout dans les pays en développement que les jeunes domestiques apportent leur main-d'œuvre. Encore appelés aides familiaux, ces jeunes, en majorité des filles, s'occupent le plus souvent des travaux ménagers, de la garde des enfants et de leur accompagnement à l'école. Elles vivent en dehors du cadre familial, dans des villes et des pays éloignés du lieu d'habitation de leurs parents. Dans certains cas, ces filles font l'objet d'un placement chez une connaissance qui est souvent en contact avec des personnes demandeuses. Au Gabon, de nombreuses familles, en particulier les plus aisées, ont recours à la domestication d'enfants. Ce secteur emploie surtout les jeunes enfants originaires des pays d'Afrique de l'Ouest, Mali, Bénin, Togo, Burkina Faso, etc. Les facteurs à l'origine de ce phénomène sont divers. La pauvreté, l'appartenance à une minorité ethnique, ou dans le pire des cas la perte d'un parent. En effet, la mort d'un parent peut pousser un enfant au travail. Il s'agit des situations où le parent décédé apportait un revenu d'appoint à la famille. Privé de cette source de revenus, l'enfant n'a d'autre choix que d'accepter la première offre d'emploi. Mais les conditions de vie et de travail de ces enfants sont proches de l'esclavage, sans aucun respect d'un minimum de temps de repos, d'une nourriture suffisante, encore moins d'un semblant d'éducation autre que la formation à une obéissance totale. Leur quotidien est un véritable enfer. Ils travaillent durant de longues heures et ne bénéficient d'aucune couverture sociale. Compte tenu du fait que les enfants domestiques vivent chez les employeurs, il est difficile de leur assurer une protection contre l'exploitation de leur travail. Ils se trouvent dans un milieu différent du leur. À la différence des autres activités et au regard des traitements qu'ils subissent, nous pouvons dire que la domestication des enfants ne rentre pas dans le cadre du processus d'apprentissage. Par ailleurs, la servitude pour dette est aussi une pratique intolérable et récurrente chez les enfants qui travaillent auprès des particuliers. Cette forme d'exploitation se caractérise par des conditions de travail déplorables et réductrices. L'enfant est considéré comme un vulgaire esclave, et doit obéissance à son employeur qui a droit de vie ou de mort sur lui. En Afrique subsaharienne, les enfants apprennent à accepter leurs conditions de vie et de travail. On les dresse de telle sorte qu'ils ne puissent pas se rebeller. Au regard du nombre d'enfants réduits en esclavage, on peut aisément dire qu'en Afrique les régions les plus concernées par cette pratique sont l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. En effet, c'est dans ces régions qu'on trouve encore des enfants astreints au travail, pour rembourser des dettes contractées par leurs parents. Le principe se traduit par la mise en gage d'un enfant par ses géniteurs à des propriétaires terriens, ou à des riches commerçants en contrepartie d'une parcelle de terre ou d'un prêt. Les enfants, en dépit de leur jeune âge, de 7 à 10 ans, travaillent pour rembourser la dette contractée par les membres de leur famille. Mais la servitude pour dette est une pratique pernicieuse. En effet, s'il est facile de contracter une dette, son remboursement entraîne d'autres conséquences qui profitent aux prétendus donateurs. Ainsi, quel que soit le nombre d'années de servitude, certaines dettes ne sont jamais réduites à cause des attitudes manipulatrices des propriétaires véreux qui voient dans cette pratique une occasion de préserver une main-d'œuvre gratuite à long terme. Pour toutes ces raisons, de nombreuses familles restent perpétuellement dans une situation d'esclavage. Autrement dit, des générations entières peuvent rester en servitude. La relève des parents âgés ou handicapés est toujours assurée par les enfants. Compte tenu de son caractère dégradant, il est important de signaler que la servitude pour dette, quoique peu répandue, est une pratique illégale dans tous les pays du monde. Elle viole non seulement les normes juridiques sur le travail des enfants, mais aussi toutes les conventions internationales ratifiées par ces pays. Au Gabon, les enfants esclaves sont ceux qui viennent du Bénin ou du Togo avec l'aide des trafiquants.
Ces enfants doivent travailler pour s'acquitter des frais que les intermédiaires ont remis à leurs parents avant le départ. Certains trafiquants exigent que les enfants leur reversent une somme d'argent en compensation des frais engagés pendant le voyage. Considérant que la servitude pour dette est une pratique universelle, de nombreuses estimations avancent des chiffres dépassant le million d'enfants concernés dans le monde. Ils appartiennent à des couches les plus défavorisées de la société et n'ont parfois pas droit à une rémunération. Cependant, lorsque l'enfant est salarié, les employeurs prélèvent sur leur salaire une certaine somme. Ils justifient ce prélèvement par une série d'arguments allant du prix du loyer ou de la nourriture lorsque l'enfant vit chez eux. Au regard de toutes ces contraintes, on peut soutenir l'idée selon laquelle les propriétaires profitent de leur stabilité sociale pour assujettir des générations entières. Selon l'UNICEF, cette forme d'exploitation est intolérable. De son côté, l'OIA met en œuvre des mécanismes pour la combattre. Mais compte tenu des fortes considérations traditionnelles et des conséquences de persistance de la pauvreté des populations, l'élimination de ce phénomène paraît incertaine. Plutôt que de garder leurs enfants à la maison, les parents continueront à les envoyer au travail malgré les risques qu'ils encourent. En réalité, la domestication des enfants présente autant d'avantages que d'inconvénients. Du fait que cette pratique se fasse dans un cadre illégal, elle comporte donc des aspects que l'on rencontre dans le secteur informel. C'est le secteur informel. Le secteur informel est essentiellement tourné vers des activités de type commercial comme la vente à la sauvette, le lavage de véhicules, et de type artisanal, telles que la sculpture et la réparation mécanique. Il s'agit d'un secteur non organisé et dont les activités répondent à la dynamique familiale. Toutes ces activités échappent à la réglementation, régissant le commerce dans un pays. En effet, nous constatons que les petits commerçants ne paient pas les taxes imputées. Pour échapper aux contrôles fiscaux, ils ont recours à des stratégies dont ils détiennent seuls la technique. Ainsi, peut-on apercevoir dans les marchés des pays en développement des jeunes vendeurs courant avec leurs marchandises au passage de la police. En dépit du manque d'organisation, le secteur informel permet aux personnes à la recherche d'un emploi de trouver au moins une activité rémunérée. Mais, ces revenus ne sont pas proportionnels aux tâches exécutées. Actuellement, à la suite de nombreuses crises économiques, la création d'emplois par l'État est en baisse. Les politiques de redressement économique et l'instabilité sociale des pays en développement sont autant de facteurs qui ne motivent pas les investisseurs étrangers. Le secteur informel emploierait au moins 500 millions de personnes dans les pays en développement et constitue une source incontournable de leur PIB. Selon le BIT, près de 60% de la population des grandes villes mène des activités relevant du secteur informel. Il y a une diversité de métiers. Les adultes et les enfants passent facilement d'une activité à une autre. Certaines personnes occupent parfois deux métiers. Le cas le plus illustratif est celui des cordonniers. De Lomé à Libreville, les cordonniers installent dans leur atelier de fortune une caisse remplie de produits comme la cigarette, la confiserie, les allumettes, les mouchoirs en papier, etc. Par ailleurs, la forte croissance de l'urbanisation est à l'origine de la création des petits métiers. Partout en Afrique, les populations rurales migrent vers la ville en quête d'un emploi. Cette nouvelle vague de population accepte, sans mesurer les conséquences, toutes les activités qui leur sont proposées. Dès lors, nous constatons que le travail des enfants dans ce secteur répond avant tout à une volonté de survie. Chapitre 2 : Les principales causes. D'une manière générale, de nombreux facteurs participent à la mise au travail des enfants. Dans le cadre de l'Afrique, les causes du phénomène sont de trois ordres: l'extrême pauvreté section 1, la faillite du système scolaire section 2, l'impact des normes traditionnelles section 3 et le conditionnement à l'obéissance section 4. Section 1 : l'extrême pauvreté. La pauvreté est un phénomène récent. Il affecte des millions de personnes aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. On constate, cependant, que celle-ci connaît une nette progression dans les pays d'Afrique subsaharienne pour plusieurs raisons. L'incidence des crises économiques aggravées par les programmes d'ajustement structurel dans les années 1980 et les effets conjugués de la dévaluation du franc CFA en 1994.
Ces facteurs aggravants ont accru la pauvreté des ménages. Cette section portera sur le lien qui existe entre la pauvreté et le travail des enfants. L'impact de la pauvreté sur la structure familiale, B, et la relation entre la pauvreté et le VIH/SIDA, C. A. Pauvreté et travail des enfants. Parler de la pauvreté revient à évoquer sa terminologie. Autrement dit, il faut d'abord définir le mot dans son ensemble. Si la signification courante de pauvreté fait référence à un manque de ressources matérielles, son interprétation est plurielle. Selon Peter Townsend, les individus, familles ou groupes de la population peuvent être considérés en état de pauvreté quand ils manquent des ressources pour obtenir l'alimentation type, la participation aux activités et avoir les conditions de vie et les commodités qui sont habituellement ou sont au moins largement encouragées ou approuvées dans les sociétés auxquelles ils appartiennent. Leurs ressources sont si significativement inférieures à celles qui sont déterminées par la moyenne individuelle ou familiale qu'ils sont, de fait, exclus des modes de vie courants, des habitudes et des activités. La Banque mondiale définit la pauvreté à partir de 3 critères: le capital naturel, la valeur économique de la terre, l'eau, des richesses du sous-sol, du sol, des matières premières, le degré d'équipement industriel, usines, infrastructures, moyens de transport, les ressources humaines, degré de formation et d'instruction de la population, situation sanitaire et nutritionnelle. Le PNUD, quant à lui, estime que l'interprétation de la pauvreté passe par la prise en compte du degré d'instruction de la population, du revenu par habitant et l'espérance de vie. Cette méthode donne un indicateur de développement humain, IDH. L'indicateur de développement humain consiste en une évaluation du niveau de vie des populations par la prise en compte des indicateurs monétaires, l'espérance de vie à la naissance, le taux d'alphabétisation des adultes et le taux de scolarisation. L'Afrique en général, et l'Afrique noire francophone en particulier ont des indicateurs de développement humain très faibles qui se traduisent par l'état de précarité de ces populations. En prenant l'exemple du Togo, les Nations Unies estiment que ce pays connaît un problème structurel de pauvreté qui, même en période relativement favorable de croissance, affecte probablement plus des 2/3 de sa population. Au Bénin, au Togo et même au Gabon, il y a 2 catégories de population, les pauvres et les riches. La première catégorie représente environ 80% de la population. Elle vit dans la précarité et est fortement confrontée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.